Bonsoir tout le monde. Je suis content de venir parler ce soir de Karl Marx et l'environnement. Comme Marie l'a dit, le 27 septembre, on a eu un demi-million de personnes dans les rues de Montréal. Hein, c'est pas rien. Ça a été la plus grande manifestation de l'histoire du Québec. À Vancouver, on avait 100 000 personnes dans les rues. À Toronto, 75 000. Et à l'échelle mondiale, entre le 20 et le 27 septembre, dans 185 pays, on a eu 7,6 millions de personnes qui sont venues, qui veulent lutter en fait contre la crise climatique. Donc, sous la pression du mouvement de masse, il y a beaucoup d'établissements d'universités, de cégep qui ont fermé les écoles tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas faire face à une grève. Et il y a même la CSDM qui a permis aux étudiants du secondaire et du primaire d'aller dans les rues en fait. Donc, le mouvement des jeunes pour le climat a commencé à l'automne dernier à l'initiative de Greta Thunberg, donc une étudiante du secondaire. Et maintenant, le mouvement a pris des proportions mondiales. Et ce mouvement-là, il possède un immense potentiel révolutionnaire. C'est toute une génération qui s'est mobilisée, qui s'est éduquée sur des moyens de lutte collective, hein, organiser des grèves, des manifestations de masse. Donc, il y a vraiment un immense potentiel derrière ça. Cependant, il faut le reconnaître, le mouvement pour l'environnement en ce moment est très hétérogène. Hein? Il y a des revendications qui vont un peu dans tous les sens, si on veut. Donc, il y a une frange du mouvement qui pense que c'est seulement par des petits gestes individuels qu'on va être capable de sauver la planète. Et qui pense qu'on peut, par exemple, juste baisser un peu plus le chauffage dans notre maison, faire un peu plus de vélo, prendre des douches un peu moins longues. Il y a une autre frange du mouvement qui réalise que les gestes individuels comme ça, c'est pas suffisant pour sauver la planète, mais qu'il faudrait, à la place, mettre la pression sur les gouvernements en place pour qu'ils prennent action rapidement. Mais il y a aussi toute une autre frange, en fait, du mouvement, beaucoup chez les jeunes, en fait, qui réalisent déjà la limite des actions individuelles, c'est-à-dire qu'ils font déjà du vélo, qui recyclent, mais ils voient aussi que les politiciens actuels font pas grand-chose, en fait, pour sauver la planète, et qu'en fait, c'est pas ces politiciens-là qui représentent la solution, ils représentent, en fait, le nœud du problème. On a par exemple Justin Trudeau, qui est venu hypocritement marcher avec nous le 27 septembre, lui qui a acheté l'oléoduc Trans Mountain à 4,5 milliards de dollars aux frais des contribuables. On a aussi François Legault qui, le matin de la manif, a envoyé une lettre ouverte à la jeunesse québécoise qui disait qu'il avait entendu notre cri du cœur. Alors que quelques jours avant, il avait fait une annonce qui disait qu'il allait être plus conciliant envers les grandes entreprises qui émettent des gaz à effet de serre au Québec. Les organisateurs de la marche, et c'est tout à leur honneur, ont dit que Justin Trudeau n'était pas la bienvenue à la manif, et ont dit aussi que le ministre de l'Environnement de la CAQ n'était pas non plus le bienvenu. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui réalisent que c'est les grandes corporations et les politiciens qui les représentent qui sont en fait responsables des changements climatiques. Il y a une étude qui a été faite par l'ONG internationale Carbon Disclosure Project qui montrait que c'est les 100 entreprises qui produisent 71% des gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. C'est ces 100 grandes entreprises qui sont les plus grands pollueurs de la planète. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui réalisent en fait que pour être capable de sauver la planète, ce qu'il nous faut, c'est un changement complet de système. Et on le voit avec le slogan « Changeons le système, pas le climat ». Hein, ça donne un aperçu de ça. Donc, et pour que les jeunes puissent changer, en fait, ce système-là, ils ont besoin d'avoir les idées et le programme qui vont permettre d'y arriver. Ça amène des jeunes, justement, à s'intéresser à des idées qui avaient été considérées comme désuètes ou vieilles, comme le socialisme ou les idées de Karl Marx. On voit, par exemple, aux États-Unis, il y a Bernie Sanders, hein, qui s'est proclamé comme un socialiste, qui voulait mener une révolution contre la classe des milliardaires. Et lui, il a réussi à rallier un mouvement de centaines de milliers de jeunes et de travailleurs derrière lui. Et c'est aussi un peu la même chose qu'on voit en Grande-Bretagne avec Jeremy Corbyn, qui est à la tête du Labour Party. Lui aussi se dit socialiste et rallie des centaines de milliers de jeunes et de travailleurs derrière lui. Et il y a des bonnes chances aussi qu'il puisse prendre le pouvoir aux prochaines élections. Ça reste à voir. Donc, là, les gens qui commencent à s'intéresser au marxisme, ils vont entendre parfois des idées du genre que le marxisme ne s'intéresse pas à l'environnement, ou que Marx mettait l'être humain au-dessus de la nature et qui était uniquement concerné par la productivité. Mais si on étudie plus attentivement les écrits de Marx et les actions politiques qu'il a faites, on se rend compte que ces idées-là sont complètement, tiennent pas la route, c'est des idées absurdes en fait. On voit chez Marx des idées très intéressantes sur la relation entre l'être humain et la nature, sur l'impact désastreux du capitalisme sur l'environnement, et sur pourquoi le socialisme, en fait, permettrait de déboucher sur une véritable harmonie entre l'être humain et la nature.
Et donc, ce soir, j'aimerais ça qu'on explore un peu plus les idées révolutionnaires que Marx amenait concernant l'environnement. Donc, plus de 100 ans avant qu'on parle vraiment de l'impact des changements climatiques, Marx entrevoyait déjà que le capitalisme allait détruire la nature. Donc, il nous dit dans son ouvrage majeur, Le Capital, il nous dit « Tout progrès de l'agriculture capitaliste est non seulement un progrès dans l'art de piller le travailleur, mais aussi dans l'art de piller le sol. Tout progrès dans l'accroissement de sa fertilité pour un laps de temps donné est en même temps un progrès dans la ruine des sources durables de la fertilité. La production capitaliste ne développe donc la technique qu'en ruinant en même temps les deux sources d'où jaillissent toute valeur, toute richesse, la terre et le travailleur. » Donc, Marx expliquait que le capitalisme, comment il est structuré, amène nécessairement à détruire l'environnement. Pourquoi? Parce que sous le capitalisme, les grandes entreprises, ce qu'on appelle les grands moyens de production, c'est-à-dire la machinerie, les outils de travail, les terres, etc., sont possédés par une petite classe de personnes, les capitalistes, qui embauchent des travailleurs salariés à faible coût afin de produire des marchandises qui vont être vendues sur le marché dans le but que le capitaliste retire un profit. Et donc la concurrence entre les capitalistes les force à maximiser le plus possible leur taux de profit pour qu'ils puissent réinvestir ces profits-là dans la production, développer une machinerie plus efficace, produire à moindre coût, et donc rafler des parts de marché et éliminer les compétiteurs. Autrement dit, pour rester plus compétitifs, pour faire plus de profit, les capitalistes doivent piller le plus possible les travailleurs et piller le plus possible la terre. Marx nous dit qu'avec le capitalisme, la nature devient un pur objet pour l'homme, une pure affaire d'utilité, qu'elle cesse d'être reconnue comme une puissance pour soi. Le capital vise à la soumettre aux besoins humains, soit comme objet de consommation, soit comme moyen de production. Autrement dit, le capital réduit la nature à être seulement une chose au service de la production capitaliste. La nature et le travailleur deviennent seulement des rouages dans cette grande machine du capitalisme. On a aussi Engels, le compère de Marx, qui a amené des idées très intéressantes sur la nature. Il nous dit en fait que la nature ne va pas se laisser si facilement assimiler par le capital. Engels nous dit « Cependant, ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature, elle se venge sur nous de chacune d'elles. Ainsi, les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, mais comme quelqu'un qui serait en dehors de la nature. Mais nous lui appartenons à la nature, comme notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous sommes dans son sein et que toute domination sur elle réside dans l'avantage que nous avons sur l'ensemble des autres créatures de connaître ses lois et de nous en servir judicieusement. » Donc on voit ici comment Marx et Engels avaient déjà développé une conscience écologique assez avancée pour leur époque et ils vont préfigurer la destruction environnementale qui faisait seulement que commencer à leur époque. Cette idée que l'être humain appartient à la nature est vraiment au cœur de la philosophie de Marx et d'Engels, la philosophie qu'ils ont développée qu'on appelle le matérialisme dialectique. Donc, Marx, ce qu'il nous explique, c'est que dans les tréfonds de l'essence humaine, en fait, l'être humain est fait pour vivre en harmonie avec la nature. Et que la relation entre l'humain et la nature se réalise d'abord à travers le travail, c'est-à-dire notre activité productive, ce qui nous permet de transformer la nature pour répondre à nos besoins. Le travail nous permet de nous arracher à nos conditions d'existence purement animales. Marx nous dit dans le Capital, le travail est d'abord un procès qui se passe entre l'homme et la nature. Un procès dans lequel l'homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature, par la médiation de sa propre action. L'idée de métabolisme ici, elle est vraiment fondamentale. Dans l'approche systémique en biologie, le métabolisme, c'est l'ensemble des processus complexes qui vont lier un organisme avec son environnement, qui vont faire que l'organisme va extraire des matériaux et de l'énergie de la nature pour pouvoir survivre et croître. Marx explique cependant que ce métabolisme entre l'humain et la nature a perdu au fil du temps son caractère harmonieux et qu'en fait, il a été rompu par la société de classe et surtout par le capitalisme. La raison, en fait, c'est que la fonction du travail humain a radicalement changé au fil du temps. Pour Marx, le travail il peut être libre ou forcé. Le travail forcé, en fait, c'est le dur labeur que les classes exploitées, que ce soit les esclaves à l'époque ou les travailleurs salariés actuellement, doivent faire pour le patron, pour les capitalistes, afin de recevoir finalement juste les moyens de subsistance de base pour survivre.
Donc Marx il voyait en fait que le travail forcé, c'était une forme dérivée et déformée d'une forme de travail beaucoup plus fondamentale, qui correspondrait davantage à notre essence. C'est-à-dire un travail qui était exercé en fait en toute liberté, en toute conscience. Un travail qui dépasse le simple cadre de la survie immédiate. Le travail comme acte créateur, un travail comme le fait de se projeter dans la nature en la transformant. Le pouvoir de faire les choses à notre image, de créer des œuvres. La meilleure analogie qui nous permettrait de comprendre qu'est-ce que Marx voulait dire par cette forme de travail, c'est peut-être l'analogie de l'artiste. Donc, par exemple, un peintre, il va transformer la toile qui est devant lui en œuvre d'art. Donc, il transforme son objet par son travail en y incorporant sa subjectivité. Il va extérioriser et matérialiser ses idées et ses sentiments à l'intérieur de son œuvre d'art. Puis, l'œuvre d'art va devenir comme un reflet du sujet humain, de l'artiste. L'œuvre d'art va devenir une extension de l'artiste lui-même. Et donc, l'œuvre et l'artiste finissent par devenir une nouvelle entité qui est issue de l'union des deux. Marx y voit la relation harmonieuse que nous avions avec la nature et que nous devons recréer, un peu comme on peut voir la relation entre l'artiste et l'œuvre. Quand l'humain crée des outils, ces outils vont devenir comme des prolongements de nos organes, hein, comme mes lunettes, elles sont le prolongement de mes yeux, et les vêtements sont les prolongements de notre peau. Marx nous dit que l'élément naturel devient un organe que l'humain ajoute à ceux de son propre corps. Et donc, c'est la nature qui devient le prolongement du corps humain, c'est-à-dire son corps étendu qui dépasse les limites de son corps organique, physique. Le jeune Marx, à peine âgé de 26 ans, va écrire dans ses fameux manuscrits économico-philosophiques de 1844, il nous dit « La nature, c'est-à-dire la nature qui n'est pas elle-même le corps humain, est le corps non organique de l'homme. L'homme vit de la nature signifie la nature est son corps propre, avec lequel il faut qu'il demeure dans un processus continu pour ne pas mourir. Le fait que la vie physique et spirituelle de l'homme soit dépendante de la nature n'a pas d'autre sens que celui-ci. La nature est dépendante d'elle-même, car l'homme est une partie de la nature. Mais la nature, ce n'est pas seulement une extension de notre corps physique, c'est aussi une extension, comme chez l'artiste, une extension de notre esprit. Donc, les objets de la nature sont les objets de notre science, les objets de notre art. L'être humain contemple les objets, les étudie, les façonne à son image, les transforme en des miroirs de son propre être. Et donc, l'être humain s'approprie intellectuellement et spirituellement les objets de la nature. La nature devient l'extension de sa conscience. Bref, pour Marx, le travail humain, dans son essence la plus intime, est une activité qui permet de créer une relation harmonieuse, un métabolisme entre l'humain et la nature. Cette harmonie dans le métabolisme de l'humain à la nature a persisté pendant à peu près 200 000 ans, hein, ce qui correspond à 95% de notre histoire, à cette époque où les sociétés humaines vivaient de la chasse et de la cueillette, dans une société où il n'y avait pas de classe sociale, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'exploitation. Marx appelait ça le communisme primitif ou le communisme tribal. Et il y a environ 8000 ans, à peu près, les sociétés humaines beaucoup ont commencé à transiter vers l'agriculture et l'élevage. Et il y a des surplus agraires qui sont apparus, qui ont permis de libérer une partie de l'humanité du dur labeur. Et cette partie de l'humanité qui va être libérée du travail va former la première classe dirigeante esclavagiste à ce moment-là. Alors que les autres classes laborieuses, ici les esclaves, vont devoir travailler pour ces classes dirigeantes. Donc l'humanité venait alors d'atteindre le stade de la société divisée en classes sociales. Ces peuples ont construit des civilisations qui étaient fondées sur l'exploitation de l'humain par l'humain et l'exploitation de la nature. Donc le métabolisme entre l'humain et la nature commençait déjà à être sévèrement affaibli. À partir de l'esclavagisme antique, va émerger le féodalisme dans le Moyen Âge de l'Europe occidentale. Puis à partir des décombres du féodalisme va s'imposer le capitalisme. Hein, et par la force et la violence, le capitalisme va s'imposer à l'échelle du globe. Avec la domination mondiale du capitalisme, Marx voyait que le métabolisme entre l'humain et la nature avait été rompu définitivement. Donc, à l'heure actuelle, la nature a presque complètement disparu de nos vies. Quand on va à l'épicerie, par exemple, et on voit toutes ces marchandises devant nous, on ne voit pas à quel point ces marchandises-là, en fait, proviennent de la nature.
même qu'on va travailler, en fait, on ne voit plus ce rapport à la nature. Même des travailleurs dans le secteur primaire, qui vont extraire des matières premières, ils ne voient pas non plus qu'ils sont déjà en train de travailler la nature, en fait. Tout ce rapport à la nature a été complètement perdu. Le travail sous le capitalisme a engendré une déconnexion entre l'humain et la nature qu'il travaille. Et c'est pour ça que pour les marxistes, la lutte des classes et la question environnementale sont intimement liées. La raison de cette déconnexion, c'est que le travail salarié est plus une activité libre et consciente qui nous permet de travailler la nature comme l'artiste va travailler sa toile pour en faire une œuvre d'art. Donc, les marchandises, en fait, le travail salarié sous le capitalisme, c'est un travail qui est forcé. On est forcé de vendre notre travail à un patron, à l'ensemble de la classe patronale, de la classe capitaliste, en échange d'un salaire, sinon on va tout simplement mourir de faim. C'est du travail forcé. Et à ce moment-là, les marchandises qu'on va produire, ils ne nous appartiennent pas. C'est plus le produit de notre travail. En fait, les marchandises sont possédées par le capitaliste qui nous embauche. Les outils de travail qu'on va manier ne sont plus les nôtres, ils appartiennent au patron. Et finalement, le patron, c'est lui qui décide comment on organise le travail sur le milieu de travail. C'est la dictature du patron. Et donc, le travail, en fait, on peut dire tout simplement que le capitaliste, il possède notre activité du travail. Il nous l'a acheté en échange d'un salaire. Et c'est ce que Marx appelait du travail aliéné. L'aliénation, c'est le fait de devenir étranger à quelque chose. Et donc, Marx voit que l'aliénation du travail, c'est le fait que l'être humain est devenu étranger à lui-même. Et par le fait même, l'être humain est devenu étranger à la nature. Marx avait étudié l'impact de la production capitaliste industrielle sur son impact négatif sur le métabolisme entre l'humain et la nature. Il va montrer comment l'industrie capitaliste, qui se développe rapidement en Angleterre, va amener un épuisement progressif des sols. Il voit que les techniques agricoles ici étaient vraiment orientées vers le profit à court terme, qui ne prenaient pas en compte la fertilité à long terme des sols. En fait, c'est une bonne prédiction qu'il fait en quelque sorte, parce qu'en ce moment, la situation s'est beaucoup aggravée. Donc, les compagnies qui possèdent les grandes terres, ils pratiquent la monoculture, la culture intensive, qui détruisent la biodiversité. Les compagnies vont être poussées à utiliser des pesticides pour obtenir un rendement plus efficace sur le marché, ce qui va entraîner la pollution des cours d'eau, de la nappe phréatique, et va être un danger vraiment important pour la santé publique. Marx expliquait aussi, déjà en son temps, que l'industrie capitaliste détruisait les forêts et transformait les terres fertiles en désert. Donc c'est un processus qui s'est aussi aggravé depuis son époque. Donc Marx comprenait que la destruction de l'environnement, elle était causée par le fait que l'industrie était organisée de manière capitaliste. C'est-à-dire que l'économie de marché, elle est chaotique. Il n'y a pas de plan de production global à grande échelle. L'économie est dans les mains de quelques grandes entreprises qui peuvent faire pas mal ce qu'ils veulent et on ne peut pas vraiment les empêcher de détruire l'environnement. Il faut ajouter aussi que Marx et Engels avaient une compréhension, qu'on pourrait dire, assez avant-gardiste de ce qu'on appelle en ce moment le développement durable. C'est-à-dire un développement qui répond aux besoins du présent, mais qui ne compromet pas la capacité des générations futures de pouvoir aussi répondre à leurs besoins. Marx nous disait, dans une organisation économique de la société supérieure à la nôtre, le communisme, le droit de propriété de certains individus sur le globe terrestre paraîtra tout aussi absurde que le droit de propriété d'un être humain sur un autre. Toutes les sociétés contemporaines réunies ne sont pas propriétaires de la terre. Elles n'en sont que les possesseurs, elles n'en ont que la jouissance et doivent la léguer aux générations futures après l'avoir améliorée en bon père de famille. C'est donc clair, en fait, avec tout ce que j'ai présenté, que Marx et Engels avaient une conscience écologique assez développée pour leur époque. Le concept de métabolisme entre l'humain et la nature, qui a été rompu par le capitalisme, pointe dans la direction d'une nouvelle société, la société communiste, comme forme de société qui va pouvoir rétablir cet équilibre perdu entre l'humain et la nature. Donc, avant d'aborder un peu plus le thème du communisme, j'aimerais parler de l'héritage de la pensée écologiste marxiste à l'intérieur de la tradition marxiste. Donc, il y a beaucoup de penseurs marxistes qui ont écrit sur la question de l'environnement au tournant du 20e siècle. On peut penser à Bebel, Kautsky, Liebknecht, Rosa Luxembourg, Boukharine, Lénine. Mais c'est probablement chez Lénine qu'on va trouver l'expression la plus achevée de la pensée écologique, tout simplement parce que lui, Lénine avait eu les moyens matériels de la mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que
pour une première fois dans l'histoire humaine, les classes opprimées, c'est-à-dire les paysans et les ouvriers russes, ont pris le pouvoir dans leurs mains et ont exproprié leurs oppresseurs capitalistes. Donc la révolution russe d'octobre 1917 a débouché sur le régime le plus démocratique que l'humanité a jamais connu, puisque les décisions politiques étaient prises par les travailleurs et les paysans eux-mêmes, organisés dans des assemblées générales sur leur milieu de travail, et à travers des conseils ouvriers qu'on appelait soviets en russe. Donc les capitalistes et les patrons avaient été renversés, et l'économie était maintenant contrôlée par les organisations de la classe ouvrière et de la paysannerie. Lénine était la figure de proue du parti bolchevique, le parti qui a organisé la révolution et qui a été élu à la majorité dans tous les soviets. Donc presque tout le monde sait que la révolution russe va éventuellement mener à la création d'un État totalitaire sous la gouverne de Staline. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Mais ce n'est pas tous qui savent que le régime dictatorial de Staline était en fait l'exact opposé du régime de démocratie directe qui était immédiatement issu de la révolution d'octobre. Il y a encore moins de gens qui savent que le régime dictatorial stalinien a eu un impact extrêmement négatif sur la politique soviétique concernant l'environnement. Donc, parlons un peu plus des avancées écologiques qui ont été faites avant la dégénérescence de la révolution. Le sociologue John Bellamy Foster nous dit que dans les années 1920, c'est en Union soviétique que la science écologique a été la plus élaborée. Il ajoute que Lénine a défendu des principes écologiques, une démarche de conservation et une conscience des problèmes de l'appauvrissement des sols. Dans ses écrits, dans ses déclarations, Lénine soulignait que le travail humain était tout à fait incapable de se substituer aux forces de la nature et qu'il fallait une exploitation rationnelle de l'environnement, c'est-à-dire une gestion scientifique des ressources naturelles. Et il prônait aussi la préservation des monuments de la nature. Il a nommé à la tête du commissariat du peuple à l'éducation Lunacharsky, qui est un écologiste convaincu, qui a été chargé des questions de conservation pour toute la Russie soviétique. Et Lénine a fondé en 1919, dans le sud de l'Oural, la première réserve naturelle de l'Union soviétique. Et c'est en même temps la première réserve naturelle sur toute la planète qui a été établie par un gouvernement en vue de faire des études scientifiques sur la nature. Ça a été le premier au monde. L'URSS a subi un sort très difficile. Donc, il y a 21 armées européennes, incluant aussi le Canada et les États-Unis, qui ont envahi l'URSS, et ça a plongé le pays dans une guerre civile. Donc, la démocratie directe des ouvriers, des paysans, elle a été détruite par la pénurie, par la misère, par la famine. Et le vide politique qui s'est créé a été comblé par une bureaucratie formée des fonctionnaires de l'ancien État tsariste. Et cette bureaucratie a usurpé le pouvoir politique qui appartenait aux travailleurs et aux ouvriers. Donc après la mort de Lénine en 1924, c'est Staline qui s'est retrouvé à la tête de cette contre-révolution politique. À ce moment-là, la relation de l'Union soviétique à l'environnement va prendre une forme qu'on a qualifiée parfois d'écocide, une destruction de l'environnement. Staline a purgé le Parti communiste de ses éléments écologistes, notamment à travers des exécutions. Les conservationnistes de l'environnement ont été accusés d'être des bourgeois, terme que Staline aimait beaucoup pour attaquer ses opposants. La pensée écologique du marxisme, finalement, va disparaître dans le sang et va laisser place à cette caricature du marxisme qui est le stalinisme. Par la suite, la bureaucratie stalinienne, après la mort de Staline, va être responsable de commettre des énormes désastres environnementaux. On peut penser à l'assèchement de la mer d'Aral. Donc, en vue d'irriguer les terres adjacentes, l'État soviétique va vider progressivement la mer de ses eaux. En 1970, la mer d'Aral avait perdu 9/10 de sa surface. Et ça va entraîner évidemment la mort de millions de poissons à cause de l'assèchement. On peut parler aussi de l'accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl en 1986. Donc, à cause d'une mauvaise gestion de l'État, d'entorses aux règles de sécurité et d'autres facteurs aussi, la puissance d'un des réacteurs est devenue incontrôlée et ça a amené une explosion. Et ça a libéré beaucoup d'éléments radioactifs. Et ça va contaminer l'environnement. Ça va causer de nombreux décès, des maladies, soit immédiatement, soit au fil du temps à cause de l'irradiation. Aussi, en 1986, peu de temps avant de devenir président de l'URSS, Gorbatchev
va parler de la crise qu'il y a eu l'année précédente dans l'industrie légère. Il va expliquer qu'il y a des millions de souliers et d'autres marchandises qui vont être retournées dans les usines. Donc, il y a eu un immense gaspillage de ressources naturelles et humaines, tout simplement parce que ces souliers-là avaient été mal conçus. Donc, Gorbatchev, il mettait la faute sur les bureaucrates qui étaient responsables de la gestion des entreprises. Parce que ce n'étaient pas les travailleurs qui organisaient par leur démocratie directe les entreprises, c'était vraiment les bureaucrates qui le faisaient. Et en fait, la critique de Gorbatchev, elle est juste. Les bureaucrates qui géraient l'entreprise n'hésitaient pas à mentir sur les chiffres concernant la production, ils n'hésitaient pas à produire des biens de consommation de faible qualité, ils n'hésitaient pas à gaspiller les ressources naturelles et humaines, parce qu'en fait, ces bureaucrates-là n'étaient pas redevables devant le peuple. Ils étaient mis en place par le haut, et leur objectif, c'était d'atteindre des quotas pour pouvoir s'élever progressivement dans la hiérarchie de l'État soviétique, pour pouvoir jouir de davantage de privilèges. Les travailleurs, en fait, remarquaient ces erreurs-là, mais il n'y avait pas de liberté d'expression, il n'y avait pas de syndicats indépendants de l'État, indépendants donc des bureaucrates, et donc à ce moment-là, c'était difficile de faire des critiques, et même si les travailleurs faisaient des critiques, bien, ils risquaient jusqu'à l'emprisonnement, en fait. Donc la source de tous les désastres que j'ai mentionnés, c'est que sous le régime de Staline, puis jusqu'en 1991, il n'y avait pas de démocratie ouvrière. L'économie nationalisée était planifiée par une clique de bureaucrates, et c'est la bureaucratie qui est devenue le principal obstacle à la construction du socialisme. Et c'est depuis cette époque, depuis tous ces désastres, que le marxisme va être perçu comme incompatible avec la protection de l'environnement. Du côté de l'Ouest, le capitalisme ne nous a pas aidés avec la protection de l'environnement. À l'heure actuelle, le capitalisme continue de s'attaquer à l'environnement et menace maintenant de détruire toute la planète. Donc on a des ouragans qui gagnent en puissance, on a des canicules, des sécheresses, des inondations, des famines qui causent des morts, et on a les forêts qui brûlent, si ce n'est pas lorsque Bolsonaro met volontairement le feu à l'Amazonie. À l'été 2018, il y a une vague de canicule au Québec, 54 morts, au Québec quand même. Un décès sur 6 à travers le monde en 2015 était causé par la pollution. Depuis les années 70, 60% des animaux vertébrés sauvages qui peuplent la Terre ont disparu. Donc les scientifiques ils parlent en fait d'une 6e extinction massive des espèces, 100 fois pire, 100 fois plus rapide que les précédentes. Bon, je pourrais continuer encore longtemps, donner d'autres statistiques. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est qu'il faut agir immédiatement. Il faut une réduction massive des émissions à gaz à effet de serre. Il faut réduire le niveau de pollution le plus possible. Il faut atténuer les mesures de... Il faut des mesures d'atténuation à grande échelle. Donc, il faut de la reforestation, construire des infrastructures qui vont permettre de nous protéger des inondations, par exemple. Le problème, en fait, c'est que tous les leviers politiques et économiques qu'on aurait besoin d'actionner pour sauver la planète, bien, ils sont dans les mains de la classe capitaliste dirigeante, qui, en fait du profit sur la destruction de l'environnement. Donc, comme vous le savez sûrement, il y a les 8 personnes les plus riches de la planète possèdent autant que les 50% les plus pauvres de la planète. Ils sont là, les ressources, dans leurs mains. Une étude d'Oxfam récente montre que les 10% les plus riches de la planète sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des nouvelles données qui montrent aussi que les 20 géants du pétrole savaient dans le fond, excusez-moi, les 20 plus grands géants du pétrole sont responsables du tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et selon le scientifique de renommée mondiale qui a fait la recherche, Richard Head, ces 20 compagnies-là étaient conscientes en fait des dommages qu'elles faisaient. Au Canada, les secteurs de l'exploitation pétrolière et gazière produisent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre au pays, et ces émissions-là ont augmenté de 23% entre l'année 2000 et 2017. Nestlé, Tim Hortons sont les entreprises qui produisent le plus de bouteilles de plastique et d'autres formes de plastique, suivi ensuite de Starbucks, McDonald's, Coca-Cola. Donc ce sont eux les entreprises qui détruisent la planète. En novembre 2018, il y a un rapport publié qui montrait qu'au Québec, l'industrie minière, à elle seule, produit 20 fois plus de déchets que les ménages et le reste des entreprises combinées. Dans notre système capitaliste, les entreprises ont un contrôle complet sur les richesses qui sont produites et ne vont pas investir
vont investir seulement si elles peuvent faire plus d'argent. Donc, pour un capitaliste, réduire son empreinte écologique, acheter de la machinerie verte, tout ça, c'est des coûts de production supplémentaires qui viennent réduire son taux de profit et qui l'empêchent d'être compétitif sur le marché. Donc, les capitalistes n'ont pas d'intérêt, en fait, à investir dans une transition écologique. Ça les ruinerait en tant que capitalistes. Et donc, nous, les travailleurs, les travailleuses, les étudiants, les couches opprimées de la société, ben, on n'a pas notre mot à dire sur le fonctionnement des entreprises parce que c'est les patrons qui les contrôlent et on ne peut pas contrôler ce qu'on ne possède pas. Les gouvernements actuels sont là pour représenter, en fait, les intérêts économiques des grandes entreprises, des banques, des pétrolières. Hein, ça fait des années qu'on sonne l'alarme, ça fait des années que les gouvernements disent qu'ils s'attaquent au problème, ça fait des années qu'on fait des accords internationaux comme l'accord de Paris, où en fait, on fait rien. On fait rien tout simplement. Et si on fait quelque chose, c'est des demi-mesures, des fausses mesures comme la taxe sur le carbone, hein, qui va permettre aux capitalistes de faire refiler la facture aux consommateurs, ou la bourse sur le carbone qui permet aux capitalistes de faire de la spéculation puis de s'enrichir sur finalement la question environnementale. Donc, c'est clair que c'est urgent, l'heure est urgente en ce moment, et c'est pas avec les demi-mesures qui sont proposées par les gouvernements qu'on va être capable de sauver la planète. Ces gouvernements, ils couchent dans le même lit que les pollueurs, si ce n'est qu'ils vont sinon acheter des oléoducs aux frais des contribuables. Comme Greta Thunberg nous le disait, si les solutions sont introuvables à l'intérieur du système, alors peut-être devons-nous changer le système lui-même. Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde pour leur sollicitude. Vous nous avez ignorés jusqu'à maintenant et vous allez continuer à nous ignorer. Il n'y a plus d'excuses possibles et le temps presse. Nous sommes venus ici pour vous dire que le changement s'en vient, que ça vous plaise ou non, le vrai pouvoir appartient au peuple. On dirait le manifeste du Parti communiste de Mars. Donc, si les capitalistes ne veulent pas réorganiser la production de manière écologique, ça va être à nous, en fait, de reprendre le contrôle des entreprises, des grands moyens de production, pour qu'on les contrôle nous-mêmes. De toute façon, c'est nous, les travailleurs-travailleuses, qui actionnons la machinerie au jour le jour. C'est nous qui savons comment faire rouler les entreprises, c'est nous qui savons comment produire la nourriture, et c'est nous qui savons aussi comment développer la machinerie verte. On apprend tout ça dans des cours à l'école, mais quand on arrive sur le milieu de travail, puis on a des nouvelles idées pour innover dans la machinerie verte, on nous dit que ça coûte trop cher, parce qu'il faut être capable de donner les dividendes aux actionnaires dans 2 mois. On ne peut pas penser à long terme sur le capitalisme. Donc, la classe ouvrière, c'est-à-dire les travailleurs, travailleuses salariés, qui forment la majorité de la population, ont le pouvoir de stopper l'économie capitaliste et de la redémarrer sous leurs propres termes. Marx nous disait « Pas une ampoule ne brille, pas une roue ne tourne sans la gentille permission de la classe ouvrière. » Et donc, ce que Marx nous disait, la solution, elle n'est pas compliquée. Il faut une révolution socialiste. C'est pas compliqué. Donc, c'est quoi, c'est une révolution socialiste? C'est rien de moins que l'acte par lequel les travailleurs-travailleuses, qui représentent la majorité de la population, comme je le disais, exproprient les grandes entreprises, les banques, les pétrolières, et font rouler l'économie de manière démocratique en planifiant la production avec une perspective écologique. Donc, gérer l'économie de manière démocratique, ça va nous permettre de satisfaire les besoins des gens plutôt que l'appétit de profit des capitalistes. Ça va nous permettre aussi d'organiser la croissance actuelle de manière rationnelle. Parce qu'en ce moment, la croissance capitaliste, c'est elle qui détruit la planète. Mais on peut facilement faire croître certains secteurs qui vont permettre de donner de la nourriture et des biens de base à une partie à tout le monde. Et on peut faire décroître les secteurs qui polluent jusqu'à pouvoir les faire disparaître complètement. On va pouvoir investir massivement dans des énergies vertes, dans le transport en commun. On va pouvoir, en prenant le contrôle des pétrolières, on va pouvoir les fermer, mais en garantissant aux travailleurs des industries polluantes, on va pouvoir leur garantir de la formation puis des emplois, donc en les réorientant vers des secteurs d'énergie verte. Donc c'est seulement avec un programme socialiste qu'on va être capable vraiment d'organiser la transition écologique. Ça va nous permettre aussi de faire de la reforestation, de construire des bâtiments éco-énergétiques, de développer la recherche dans les technologies vertes, de se débarrasser des absurdités du capitalisme comme l'obsolescence programmée et de se débarrasser aussi des secteurs qui servent absolument à rien, comme le marketing, comme l'armement.
Ça va nous permettre de mettre fin au gaspillage. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais le tiers de la bouffe produite annuellement est jeté. Pas parce que les gens ont assez mangé. Hein? Il y a des famines et des pénuries dans le monde. Non, parce que les gens n'ont pas assez de pouvoir d'achat pour racheter la totalité de la nourriture produite. Donc, avec une planification socialiste de l'économie, on pourrait se débarrasser de ces absurdités de gaspillage créées par le capitalisme. Et donc, c'est seulement avec une économie nationalisée et un plan de production démocratique, fondé sur la coopération des travailleurs-travailleuses de toute la planète, qu'on va être capable de mettre fin à la crise écologique et de bâtir une économie en harmonie avec la nature. Donc, en associant les meilleurs génies scientifiques de notre époque avec les compétences des travailleurs, avec un contrôle démocratique des industries par les travailleurs, on va être capable de mettre toutes ces capacités technologiques et les ressources de la société au service de l'humanité et de la planète. Marx nous disait que la liberté ne peut être conquise que pour autant que les hommes socialisés, devenus des producteurs associés, le communisme, combinent rationnellement et contrôlent leurs échanges de matière avec la nature de manière à les réaliser avec la moindre dépense de force et dans les conditions les plus dignes et les plus conformes à la nature humaine. On se rappelle qu'est-ce que Marx nous disait sur cette nature humaine, justement, qui doit être en harmonie avec la nature. Ce communisme est la vraie solution de l'antagonisme entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme. Engels, l'ami de Marx, nous disait quant à lui que l'appropriation sociale des moyens de production, le communisme, élimine non seulement l'inhibition artificielle de la production qui existe maintenant, mais aussi élimine le gaspillage et la destruction effective des forces productives et des produits. En outre, cette socialisation des moyens de production libère une masse de moyens de production et de produits pour la collectivité, en éliminant la dilapidation stupide que représente le luxe des classes actuellement dominantes et de leurs représentants politiques. Et en fait, ce dernier aspect que Engels mentionne est plus vrai que jamais. Hein, les super riches ont souvent plusieurs manoirs, des dizaines de voitures, plusieurs yachts. Hein? Ils vivent dans un luxe absurde alors qu'il y a des millions de personnes sur la Terre qui meurent de faim. Donc, pour conclure, au fil de l'histoire humaine, l'humanité a appris à produire des outils, à maîtriser le feu, transformer son environnement par l'agriculture, l'élevage, l'industrie, la technique. On a même appris à transformer notre propre corps avec la médecine, la chirurgie. Et on constate en fait que tous ces efforts ont été une tentative pour l'être humain d'accroître son contrôle sur la nature, au sens de se libérer des forces extérieures, des forces obscures qui le briment et le font souffrir, comme la faim, la soif, le froid, la maladie, la fatigue et la mort. L'idée était tout simplement de se libérer de notre condition d'animal. Plus l'humain développe sa conscience et sa science, plus il comprend les lois qui régissent l'univers et plus il peut gagner une maîtrise de lui-même et de son environnement. Et le capitalisme est en fait l'aboutissement de ce processus-là. Les êtres humains ont acquis un tel pouvoir sur la nature qu'ils menacent maintenant de détruire la nature qui lui ont donné naissance. Donc la force obscure qui nous menace aujourd'hui, et donc qu'il faut reprendre le contrôle pour nous émanciper, c'est la force de l'économie capitaliste. En bout de ligne, c'est ça en fait le projet du socialisme. C'est de libérer l'humanité de la domination des forces aveugles de l'économie capitaliste et de l'anarchie du marché, qui sème la barbarie, la guerre, la destruction environnementale. Donc la future société socialiste pour laquelle nous nous battons, c'est pas seulement une société sans classe, sans exploitation, sans État, sans oppression, c'est aussi la forme de société qui va nous permettre de renouer l'être humain avec la nature, de recréer cette relation harmonieuse avec la nature.